Tout s'est joué en moins de 10 minutes, à peine 9 exactement, mais ces quelques instants ont suffi à déclencher la plus violente tempête politique que la Ve République ait connue depuis l'affaire Clearstream et à réduire en poussière l'héritage politique de Nicolas Sarkozy. Quelques secondes auparavant, l'ancien président venait tout juste d'achever sa défense devant la commission d'enquête parlementaire. Avec une assurance presque théâtrale, il rejetait catégoriquement toute idée d'un financement venu. Tout s'est joué en moins de 10 minutes, à peine 9 exactement, mais ces quelques instants ont suffi à déclencher la plus violente tempête politique que la Ve République ait connue depuis l'affaire Clearstream et à réduire en poussière l'héritage politique de Nicolas Sarkozy. Quelques secondes auparavant, l'ancien président venait tout juste d'achever sa défense devant la commission d'enquête parlementaire. Avec une assurance presque théâtrale, il rejetait catégoriquement toute idée d'un financement venu de Libye pour soutenir sa campagne présidentielle. En fixant Sébastien Lecornu, il affichait l'attitude d'un vétéran de la politique, rompu au scandale et persuadé d'avoir, une fois de plus, échappé aux conséquences judiciaires grâce à une rhétorique parfaitement maîtrisée. Pourtant, la scène bascula brutalement lorsque le premier ministre se leva, ouvrit plusieurs dossiers et en révéla le contenu devant un hémicycle médusé. En quelques secondes, toute l'Assemblée nationale sembla figée. Ce qui se déroulait n'avait plus rien d'un simple débat autour d'anciennes accusations. C'était un moment de bascule historique. En quelques minutes seulement, un dirigeant de 39 ans venait de pulvériser la réputation d'un ancien chef de l'État. Pour comprendre la puissance du séisme politique qui allait secouer le Palais Bourbon en ce mois de janvier 2026, il faut pourtant remonter près de 20 ans en arrière, à l'époque où Nicolas Sarkozy préparait patiemment son ascension vers les plus hautes sphères du pouvoir. L'origine de cette histoire ne se trouve pas à Paris, mais sous les plafonds dorés de Tripoli, là où le colonel Mouammar Kadhafi gouvernait la Libye avec le mélange d'excentricité et d'autoritarisme qui le caractérisait, assis sur l'une des plus vastes richesses pétrolières du monde. Au milieu des années 2000, précisément entre 2005 et 2006, la diplomatie française tentait avec insistance de tourner la page de longues années de tensions avec le régime libyen, tensions héritées notamment des attentats terroristes du vol UTA 772 en 1989. Pour Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur et déjà tourné vers la conquête de l'Élysée, ce rapprochement potentiel représentait bien plus qu'un simple geste diplomatique. Il y voyait une triple opportunité. Améliorer sa stature internationale, ouvrir la porte à des contrats extrêmement lucratifs pour les grandes entreprises françaises et surtout, point beaucoup plus discret, trouver des ressources financières susceptibles d'alimenter sa future campagne présidentielle. Dans ce décor déjà chargé d'intérêts stratégiques et d'ambitions personnelles, apparaît un personnage clé. Ziad Takieddine. Cet homme d'affaires franco-libanais, entouré d'une réputation aussi sulfureuse que persistante, s'était spécialisé dans un domaine particulièrement sensible, la vente d'armes et l'intermédiation entre régimes autoritaires et responsables politiques occidentaux. Depuis les années 1990, il entretenait des liens étroits avec les cercles du pouvoir libyen et intervenait régulièrement comme facilitateur dans des opérations obscures où circulaient commissions secrètes et arrangements discrets. Né à Beyrouth en 1950, Takieddine avait bâti sa fortune dans l'industrie mondiale de l'armement, un univers notoirement opaque où se croisent raisons d'État, intérêts privés et corruption presque institutionnalisée. Son réseau était impressionnant. Généraux africains, princesses du Golfe, ministres européens ou encore dirigeants autoritaires du Moyen-Orient figuraient dans son carnet d'adresses. Il maîtrisait parfaitement les mécanismes des rétrocommissions qui graissent les rouages du commerce international d'armes. Son rôle consistait souvent à faciliter les grands contrats militaires entre la France et divers régimes autoritaires. Un travail pour lequel il percevait des commissions particulièrement généreuses, généralement comprises entre 3 et 8% du montant total des accords signés. Derrière l'apparence respectable de frais de conseil ou de simples services de mise en relation, se cachait en réalité un mécanisme bien moins innocent. Ces commissions servaient fréquemment à arroser discrètement des décideurs politiques, aussi bien en France qu'à l'étranger. Depuis le milieu des années 1990, Ziad Takieddine entretenait une proximité particulière avec le régime de Mouammar Kadhafi. Dès 1995, il avait déjà joué les intermédiaires pour faciliter la vente d'équipements militaires français à la Libye, et cela malgré l'embargo international censé empêcher ce type de transaction.
Cette collaboration dans le contournement des sanctions avait fini par instaurer une relation de confiance entre l'homme d'affaires et les services de renseignement libyens, lesquels voyaient en lui un partenaire efficace et fiable. C'est dans ce contexte qu'en septembre 2006, lors d'un rendez-vous discret organisé à l'hôtel Bristol à Paris, Taqiyuddin aurait exposé une proposition aussi séduisante que délicate à Nicolas Sarkozy. Selon lui, le colonel Kadhafi se disait prêt à soutenir très généreusement la future campagne présidentielle française. Aux yeux du dirigeant libyen, Sarkozy apparaissait comme le seul responsable politique capable de rétablir durablement des relations privilégiées entre Paris et Tripoli et surtout de lever définitivement les restrictions qui bloquaient les ventes d'armes. Naturellement, une telle aide financière ne pouvait exister qu'à une condition, un silence absolu. La discrétion totale était indispensable pour éviter tout scandale diplomatique. Or, une telle proposition constituait une violation flagrante de la législation française sur le financement des campagnes électorales. Depuis plusieurs scandales politico-financiers survenus les décennies précédentes, la loi française était devenue particulièrement stricte. Les dons provenant d'entités étrangères étaient interdits. Aucun État étranger ne pouvait financer un candidat et les contributions individuelles étaient limitées à 7 500 € par personne et par campagne. Accepter plusieurs millions d'euros provenant d'un régime autoritaire étranger ne relevait donc pas seulement d'une irrégularité administrative. Cela constituait un délit grave passible de lourdes sanctions pénales, jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende, mais pouvait également être interprété comme une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, puisqu'un futur président se retrouverait potentiellement sous l'influence d'une puissance étrangère hostile aux valeurs démocratiques. Pourtant, d'après les révélations faites plus tard par Taqiyuddin lui-même, Nicolas Sarkozy aurait donné son accord de manière implicite à ce financement clandestin. Le dispositif imaginé était d'une redoutable simplicité. Les fonds seraient retirés en liquide des comptes secrets du régime libyen, transportés physiquement jusqu'en France dans des valises, puis remis à des proches du candidat chargés de faire entrer discrètement cet argent dans l'organisation de la campagne électorale. À la veille de l'élection présidentielle de 2007, entre novembre 2006 et mars de l'année suivante, Ziad Taqiyuddin aurait effectué plusieurs allers-retours discrets entre Tripoli et Paris. Selon ses propres déclarations ultérieures, il aurait transporté à 3 reprises d'importantes sommes d'argent liquide, soigneusement dissimulées dans des valises diplomatiques échappant au contrôle douanier. Le total de ces transferts aurait atteint environ 5 millions d'euros, une somme considérable représentant près d'un quart du budget officiel de la campagne de Nicolas Sarkozy. Pourtant, rien ne semblait alors pouvoir troubler l'ascension politique du candidat. En mai 2007, il remporte l'élection présidentielle avec une avance d'environ 6 points sur sa rivale Ségolène Royal. La victoire est célébrée au célèbre restaurant Le Fouquet's, dans une soirée fastueuse qui, dès le lendemain, choque une partie de l'opinion publique. Quelques mois plus tard, en juillet 2007, le nouveau chef de l'État réserve un accueil spectaculaire à Mouammar Kadhafi lors d'une visite d'État très controversée à Paris. Le dirigeant libyen installe même sa célèbre tente bédouine dans les jardins de l'hôtel Marigny, face au palais de l'Élysée, déclenchant un véritable tumulte médiatique. Cette visite théâtrale marque officiellement le rapprochement diplomatique entre Paris et Tripoli, mais pour certains observateurs, elle symbolise aussi autre chose, la reconnaissance implicite d'une dette politique envers un soutien discret. Les accords signés à cette occasion représentent plusieurs milliards d'euros, incluant notamment des ventes d'avions Airbus, des projets de coopération nucléaire civile et d'importants contrats pétroliers pour le groupe Total. Pendant plusieurs années, le secret entourant un éventuel financement libyen demeure parfaitement verrouillé. Seul un cercle restreint de personnes connaît réellement l'origine d'une partie des fonds de campagne. Nicolas Sarkozy dirige la France, impose son style de gouvernement et semble, en apparence, à l'abri de tout scandale susceptible de menacer sa légitimité présidentielle. Mais l'année 2011 va bouleverser cet équilibre fragile. Le vent des révolutions du printemps arabe atteint la Libye et une insurrection populaire met en péril le pouvoir de Kadhafi. Dans un retournement spectaculaire de la situation, la France de Nicolas Sarkozy devient l'un des principaux acteurs de l'intervention militaire internationale contre le régime libyen. Les avions français frappent les forces fidèles au colonel,
accélérant la chute du régime et la mort violente du dirigeant libyen en octobre. Ce revirement brutal soulève alors une interrogation géopolitique troublante que peu d'analystes osent formuler ouvertement à l'époque. L'élimination de Kadhafi aurait-elle permis de faire disparaître un témoin potentiellement embarrassant? Certains se demandent même si cette guerre n'a pas aussi servi à effacer les traces d'un scandale financier impliquant la campagne présidentielle française. Au fil des années suivantes, les révélations sur le supposé financement libyen commencent progressivement à émerger, alimentant un soupçon persistant. L'affaire refait brutalement surface en 2012, peu après la défaite de Nicolas Sarkozy face à François Hollande. Cette année-là, le site d'investigation Mediapart publie un document particulièrement compromettant. Une note interne des services de renseignement libyens, datée de 2006, qui mentionne explicitement un accord visant à financer la campagne présidentielle de Sarkozy à hauteur de 50 millions d'euros. Le montant paraît vertigineux, peut-être même gonflé par la propagande du régime de Kadhafi. Mais l'idée même d'un financement venu de Tripoli semble, pour la première fois, étayée par un document concret. L'année suivante, un autre acteur clé décide de sortir de l'ombre. Ziad Takieddine. Déjà cerné par plusieurs enquêtes judiciaires liées à ses propres affaires de commissions occultes dans des contrats d'armement, l'intermédiaire franco-libanais choisit de parler, espérant en retour une certaine clémence judiciaire. Dans une série d'entretiens retentissants accordés à Mediapart, au journal Le Monde et également devant le juge d'instruction Serge Tournaire, il affirme avoir lui-même convoyé 5 millions d'euros en espèces depuis Tripoli jusqu'à Paris, avant de remettre cet argent à des membres proches de l'entourage de Nicolas Sarkozy. Ces révélations détaillées sont d'abord accueillies avec une prudence sceptique par une opinion publique habituée aux récits parfois fantaisistes des intermédiaires du monde de l'armement. Pourtant, elles suffisent à déclencher l'ouverture officielle d'une vaste enquête judiciaire portant sur plusieurs chefs d'accusation graves. Corruption passive d'un responsable public, financement illégal d'une campagne électorale par une puissance étrangère, recel de détournement de fonds publics étrangers et blanchiment organisé. Le dossier est confié au juge Serge Tournaire, magistrat expérimenté, déjà réputé pour son travail sur les grandes affaires de corruption internationale depuis le scandale Elf dans les années 1990. Avec une méthode presque obsessionnelle, il construit peu à peu une instruction gigantesque. Pendant 7 ans, plus d'une centaine de témoins sont interrogés, environ 23 000 documents saisis lors de perquisitions en France et à l'étranger sont analysés, des investigations bancaires sont lancées dans une douzaine de pays et les enquêteurs tentent sans relâche de retrouver la moindre trace concrète de ces supposées valises de cash libyens dans les circuits financiers français. Entre 2014 et 2025, l'affaire se transforme en un affrontement judiciaire d'une complexité presque absurde. Nicolas Sarkozy, épaulé par son avocat Thierry Herzog, ancien bâtonnier et spécialiste redouté des grandes affaires politico-financières, met en place une stratégie de défense extrêmement combative et sophistiquée. Procédure après procédure, recours après recours, l'enquête se transforme progressivement en un marathon judiciaire interminable où chaque étape semble repousser la conclusion un peu plus loin. La riposte juridique de Nicolas Sarkozy s'organise alors autour d'une stratégie méthodique en plusieurs fronts. Première étape, s'attaquer directement à la crédibilité de Ziad Takieddine. L'objectif est clair. Le présenter comme un personnage peu fiable, un fabuliste chronique prêt à inventer n'importe quelle histoire dans l'espoir d'obtenir une indulgence judiciaire. Pour appuyer cette thèse, les avocats de l'ancien président alignent une série impressionnante de témoignages provenant d'anciens associés de l'homme, tous décrivant un individu habitué aux mensonges et aux manipulations. Deuxième ligne de défense, fragiliser chaque pièce du dossier présenté par l'accusation. Les documents provenant de Libye sont dénoncés comme de simples instruments de propagande produits par l'appareil de Kadhafi et donc dépourvus de valeur probante. Quant aux traces bancaires évoquées par les enquêteurs, elles seraient impossibles à vérifier puisque l'effondrement des institutions financières libyennes pendant la guerre civile a rendu toute authentification quasiment irréalisable. Les témoignages d'anciens responsables du régime sont eux aussi discrédités et décrits comme les récits de vaincus cherchant à régler leurs comptes. Troisième levier, exploiter la procédure elle-même pour fragiliser l'instruction. Les écoutes téléphoniques visant Sarkozy sont contestées au nom du respect du secret professionnel et de la protection liée à son statut d'ancien chef de l'État.
Les perquisitions réalisées à son domicile sont dénoncées comme excessives et humiliantes. Chaque étape de l'enquête donne... Tout s'est joué en moins de 10 minutes, à peine 9 exactement, mais ces quelques instants ont suffi à déclencher la plus violente tempête politique que la Ve République ait connue depuis l'affaire Clearstream et à réduire en poussière l'héritage politique de Nicolas Sarkozy. Quelques secondes auparavant, l'ancien président venait tout juste d'achever sa défense devant la commission d'enquête parlementaire. Avec une assurance presque théâtrale, il rejetait catégoriquement toute idée d'un financement venu de Libye pour soutenir sa campagne présidentielle. En fixant Sébastien Lecornu, il affichait l'attitude d'un vétéran de la politique, rompu au scandale et persuadé d'avoir, une fois de plus, tout s'est joué en moins de 10 minutes, à peine 9 exactement, mais ces quelques instants ont suffi à déclencher la plus violente tempête politique que la Ve République ait connue depuis l'affaire Clearstream et à réduire en poussière l'héritage politique de Nicolas Sarkozy. Quelques secondes auparavant, l'ancien président venait tout juste d'achever sa défense devant la commission d'enquête parlementaire. Avec une assurance presque théâtrale, il rejetait catégoriquement toute idée d'un financement venu de Libye pour soutenir sa campagne présidentielle. En fixant Sébastien Lecornu, il affichait l'attitude d'un vétéran de la politique, rompu au scandale et persuadé d'avoir, une fois de plus, échappé aux conséquences judiciaires grâce à une rhétorique parfaitement maîtrisée. Pourtant, la scène bascula brutalement lorsque le premier ministre se leva, ouvrit plusieurs dossiers et en révéla le contenu devant un hémicycle médusé. En quelques secondes, toute l'Assemblée nationale sembla figée. Ce qui se déroulait n'avait plus rien d'un simple débat autour d'anciennes accusations. C'était un moment de bascule historique. En quelques minutes seulement, un dirigeant de 39 ans venait de pulvériser la réputation d'un ancien chef de l'État. Pour comprendre la puissance du séisme politique qui allait secouer le Palais Bourbon en ce mois de janvier 2026, il faut pourtant remonter près de 20 ans en arrière, à l'époque où Nicolas Sarkozy préparait patiemment son ascension vers les plus hautes sphères du pouvoir. L'origine de cette histoire ne se trouve pas à Paris, mais sous les plafonds dorés de Tripoli, là où le colonel Mouammar Kadhafi gouvernait la Libye avec le mélange d'excentricité et d'autoritarisme qui le caractérisait, assis sur l'une des plus vastes richesses pétrolières du monde. Au milieu des années 2000, précisément entre 2005 et 2006, la diplomatie française tentait avec insistance de tourner la page de longues années de tensions avec le régime libyen, tensions héritées notamment des attentats terroristes du vol UTA 772 en 1989. Pour Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur et déjà tourné vers la conquête de l'Élysée, ce rapprochement potentiel représentait bien plus qu'un simple geste diplomatique. Il y voyait une triple opportunité. Améliorer sa stature internationale, ouvrir la porte à des contrats extrêmement lucratifs pour les grandes entreprises françaises et surtout, point beaucoup plus discret, trouver des ressources financières susceptibles d'alimenter sa future campagne présidentielle. Dans ce décor déjà chargé d'intérêts stratégiques et d'ambitions personnelles, apparaît un personnage clé, Ziad Takieddine. Cet homme d'affaires franco-libanais, entouré d'une réputation aussi sulfureuse que persistante, s'était spécialisé dans un domaine particulièrement sensible, la vente d'armes et l'intermédiation entre régimes autoritaires et responsables politiques occidentaux. Depuis les années 1990, il entretenait des liens étroits avec les cercles du pouvoir libyen et intervenait régulièrement comme facilitateur dans des opérations obscures où circulaient commissions secrètes et arrangements discrets. Né à Beyrouth en 1950, Takieddine avait bâti sa fortune dans l'industrie mondiale de l'armement, un univers notoirement opaque où se croisent raisons d'État, intérêts privés et corruption presque institutionnalisée. Son réseau était impressionnant. Généraux africains, princesses du Golfe, ministres européens ou encore dirigeants autoritaires du Moyen-Orient figuraient dans son carnet d'adresses. Il maîtrisait parfaitement les mécanismes des rétrocommissions qui graissent les rouages du commerce international d'armes. Son rôle consistait souvent à faciliter les grands contrats militaires entre la France et divers régimes autoritaires. Un travail pour lequel il percevait des commissions particulièrement généreuses, généralement comprises entre 3 et 8% du montant total des accords signés. Derrière l'apparence respectable de frais de conseil ou de simples services de mise en relation, se cachait en réalité un mécanisme bien moins innocent. Ces commissions servaient fréquemment à arroser discrètement des décideurs politiques, aussi bien en France qu'à l'étranger.
Depuis le milieu des années 1990, Ziad Takieddine entretenait une proximité particulière avec le régime de Mouammar Kadhafi. Dès 1995, il avait déjà joué les intermédiaires pour faciliter la vente d'équipements militaires français à la Libye, et cela malgré l'embargo international censé empêcher ce type de transaction. Cette collaboration dans le contournement des sanctions avait fini par instaurer une relation de confiance entre l'homme d'affaires et les services de renseignement libyens, lesquels voyaient en lui un partenaire efficace et fiable. C'est dans ce contexte qu'en septembre 2006, lors d'un rendez-vous discret organisé à l'hôtel Bristol à Paris, Takieddine aurait exposé une proposition aussi séduisante que délicate à Nicolas Sarkozy. Selon lui, le colonel Kadhafi se disait prêt à soutenir très généreusement la future campagne présidentielle française. Aux yeux du dirigeant libyen, Sarkozy apparaissait comme le seul responsable politique capable de rétablir durablement des relations privilégiées entre Paris et Tripoli et surtout de lever définitivement les restrictions qui bloquaient les ventes d'armes. Naturellement, une telle aide financière ne pouvait exister qu'à une condition: un silence absolu. La discrétion totale était indispensable pour éviter tout scandale diplomatique. Or, une telle proposition constituait une violation flagrante de la législation française sur le financement des campagnes électorales. Depuis plusieurs scandales politico-financiers survenus les décennies précédentes, la loi française était devenue particulièrement stricte. Les dons provenant d'entités étrangères étaient interdits. Aucun État étranger ne pouvait financer un candidat et les contributions individuelles étaient limitées à 7 500 € par personne et par campagne. Accepter plusieurs millions d'euros provenant d'un régime autoritaire étranger ne relevait donc pas seulement d'une irrégularité administrative. Cela constituait un délit grave passible de lourdes sanctions pénales, jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende, mais pouvait également être interprété comme une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, puisqu'un futur président se retrouverait potentiellement sous l'influence d'une puissance étrangère hostile aux valeurs démocratiques. Pourtant, d'après les révélations faites plus tard par Takieddine lui-même, Nicolas Sarkozy aurait donné son accord de manière implicite à ce financement clandestin. Le dispositif imaginé était d'une redoutable simplicité. Les fonds seraient retirés en liquide des comptes secrets du régime libyen, transportés physiquement jusqu'en France dans des valises, puis remis à des proches du candidat chargés de faire entrer discrètement cet argent dans l'organisation de la campagne électorale. À la veille de l'élection présidentielle de 2007, entre novembre 2006 et mars de l'année suivante, Ziad Takieddine aurait effectué plusieurs allers-retours discrets entre Tripoli et Paris. Selon ses propres déclarations ultérieures, il aurait transporté à 3 reprises d'importantes sommes d'argent liquide soigneusement dissimulées dans des valises diplomatiques échappant au contrôle douanier. Le total de ces transferts aurait atteint environ 5 millions d'euros, une somme considérable représentant près d'un quart du budget officiel de la campagne de Nicolas Sarkozy. Pourtant, rien ne semblait alors pouvoir troubler l'ascension politique du candidat. En mai 2007, il remporte l'élection présidentielle avec une avance d'environ 6 points sur sa rivale Ségolène Royal. La victoire est célébrée au célèbre restaurant Le Fouquet's, dans une soirée fastueuse qui, dès le lendemain, choque une partie de l'opinion publique. Quelques mois plus tard, en juillet 2007, le nouveau chef de l'État réserve un accueil spectaculaire à Mouammar Kadhafi lors d'une visite d'État très controversée à Paris. Le dirigeant libyen installe même sa célèbre tente bédouine dans les jardins de l'hôtel Marigny, face au palais de l'Élysée, déclenchant un véritable tumulte médiatique. Cette visite théâtrale marque officiellement le rapprochement diplomatique entre Paris et Tripoli, mais pour certains observateurs, elle symbolise aussi autre chose: la reconnaissance implicite d'une dette politique envers un soutien discret. Les accords signés à cette occasion représentent plusieurs milliards d'euros, incluant notamment des ventes d'avions Airbus, des projets de coopération nucléaire civile et d'importants contrats pétroliers pour le groupe Total. Pendant plusieurs années, le secret entourant un éventuel financement libyen demeure parfaitement verrouillé. Seul un cercle restreint de personnes connaît réellement l'origine d'une partie des fonds de campagne. Nicolas Sarkozy dirige la France, impose son style de gouvernement et semble, en apparence, à l'abri de tout scandale susceptible de menacer sa légitimité présidentielle. Mais l'année 2011 va bouleverser cet équilibre fragile. Le vent des révolutions du printemps arabe atteint la Libye et une insurrection populaire met en péril le pouvoir de Kadhafi.
Dans un retournement spectaculaire de la situation, la France de Nicolas Sarkozy devient l'un des principaux acteurs de l'intervention militaire internationale contre le régime libyen. Les avions français frappent les forces fidèles au colonel, accélérant la chute du régime et la mort violente du dirigeant libyen en octobre. Ce revirement brutal soulève... Tout s'est joué en moins de 10 minutes, à peine 9 exactement, mais ces quelques instants ont suffi à déclencher la plus violente tempête politique que la Ve République ait connue depuis l'affaire Clearstream et à réduire en poussière l'héritage politique de Nicolas Sarkozy. Quelques secondes auparavant, l'ancien président venait tout juste d'achever sa défense devant la commission d'enquête parlementaire. Avec une assurance presque théâtrale, il rejetait catégoriquement toute idée d'un financement venu de Libye pour soutenir sa campagne présidentielle. En fixant Sébastien Lecornu, il affichait l'attitude d'un vétéran de la politique, rompu au scandale et persuadé d'avoir, une fois de plus, échappé aux conséquences judiciaires grâce à une rhétorique parfaitement maîtrisée. Pourtant, la scène bascula brutalement lorsque le premier ministre se leva, ouvrit plusieurs dossiers et en révéla le contenu devant un hémicycle médusé. En quelques secondes, toute l'Assemblée nationale sembla figée. Ce qui se déroulait n'avait plus rien d'un simple débat autour d'anciennes accusations. C'était un moment de bascule historique. En quelques minutes seulement, un dirigeant de 39 ans venait de pulvériser la réputation d'un ancien chef de l'État. Pour comprendre la puissance du séisme politique qui allait secouer le Palais Bourbon en ce mois de janvier 2026, il faut pourtant remonter près de 20 ans en arrière, à l'époque où Nicolas Sarkozy préparait patiemment son ascension vers les plus hautes sphères du pouvoir. L'origine de cette histoire ne se trouve pas à Paris, mais sous les plafonds dorés de Tripoli, là où le colonel Mouammar Kadhafi gouvernait la Libye avec le mélange d'excentricité et d'autoritarisme qui le caractérisait, assis sur l'une des plus vastes richesses pétrolières du monde. Au milieu des années 2000, précisément entre 2005 et 2006, la diplomatie française tentait avec insistance de tourner la page de longues années de tensions avec le régime libyen, tensions héritées notamment des attentats terroristes du vol UTA 772 en 1989. Pour Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur et déjà tourné vers la conquête de l'Élysée, ce rapprochement potentiel représentait bien plus qu'un simple geste diplomatique. Il y voyait une triple opportunité. Améliorer sa stature internationale, ouvrir la porte à des contrats extrêmement lucratifs pour les grandes entreprises françaises et surtout, point beaucoup plus discret, trouver des ressources financières susceptibles d'alimenter sa future campagne présidentielle. Tout s'est joué en moins de 10 minutes, à peine 9 exactement, mais ces quelques instants ont suffi à déclencher la plus violente tempête politique que la Ve République ait connue depuis l'affaire Clearstream et à réduire en poussière l'héritage politique de Nicolas Sarkozy. Quelques secondes auparavant, l'ancien président venait tout juste d'achever sa défense devant la commission d'enquête parlementaire. Avec une assurance presque théâtrale, il rejetait catégoriquement toute idée d'un financement venu de Libye pour soutenir sa campagne présidentielle. En fixant Sébastien Lecornu, il affichait l'attitude d'un vétéran de la politique, rompu au scandale et persuadé d'avoir, une fois de plus, échappé aux conséquences judiciaires grâce à une rhétorique parfaitement maîtrisée. Pourtant, la scène bascula brutalement lorsque le premier ministre se leva, ouvrit plusieurs dossiers et en révéla le contenu devant un hémicycle médusé. En quelques secondes, toute l'Assemblée nationale sembla figée. Ce qui se déroulait n'avait plus rien d'un simple débat autour d'anciennes accusations. C'était un moment de bascule historique. En quelques minutes seulement, un dirigeant de 39 ans venait de pulvériser la réputation d'un ancien chef de l'État. Pour comprendre la puissance du séisme politique qui allait secouer le Palais Bourbon en ce mois de janvier 2026, il faut pourtant remonter près de 20 ans en arrière, à l'époque où Nicolas Sarkozy préparait patiemment son ascension vers les plus hautes sphères du pouvoir. L'origine de cette histoire ne se trouve pas à Paris, mais sous les plafonds dorés de Tripoli, là où le colonel Mouammar Kadhafi gouvernait la Libye avec le mélange d'excentricité et d'autoritarisme qui le caractérisait, assis sur l'une des plus vastes richesses pétrolières du monde. Au milieu des années 2000, précisément entre 2005 et 2006, la diplomatie française tentait avec insistance de tourner la page de longues années de tensions avec le régime libyen, tensions héritées notamment des attentats terroristes du vol UTA 772 en 1989.
Pour Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur et déjà tourné vers la conquête de l'Élysée, ce rapprochement potentiel représentait bien plus qu'un simple geste diplomatique. Il y voyait une triple opportunité. Améliorer sa stature internationale, ouvrir la porte à des contrats extrêmement lucratifs pour les grandes entreprises françaises et surtout, point beaucoup plus discret, trouver des ressources financières susceptibles d'alimenter sa future campagne présidentielle. Dans ce décor déjà chargé d'intérêts stratégiques et d'ambitions personnelles, apparaît un personnage clé, Ziad Takieddine. Cet homme d'affaires franco-libanais, entouré d'une réputation aussi sulfureuse que persistante, s'était spécialisé dans un domaine particulièrement sensible, la vente d'armes et l'intermédiation entre régimes autoritaires et responsables politiques occidentaux. Depuis les années 1990, il entretenait des liens étroits avec les cercles du pouvoir libyen et intervenait régulièrement comme facilitateur dans des opérations obscures où circulaient commissions secrètes et arrangements discrets. Né à Beyrouth en 1950, Takieddine avait bâti sa fortune dans l'industrie mondiale de l'armement, un univers notoirement opaque où se croisent raisons d'État, intérêts privés et corruption presque institutionnalisée. Son réseau était impressionnant. Généraux africains, princesses du Golfe, ministres européens ou encore dirigeants autoritaires du Moyen-Orient figuraient dans son carnet d'adresses. Il maîtrisait parfaitement les mécanismes des rétrocommissions qui graissent les rouages du commerce international d'armes. Son rôle consistait souvent à faciliter les grands contrats militaires entre la France et divers régimes autoritaires. Un travail pour lequel il percevait des commissions particulièrement généreuses, généralement comprises entre 3 et 8% du montant total des accords signés. Derrière l'apparence respectable de frais de conseil ou de simples services de mise en relation, se cachait en réalité un mécanisme bien moins innocent. Ces commissions servaient fréquemment à arroser discrètement des décideurs politiques, aussi bien en France qu'à l'étranger. Depuis le milieu des années 1990, Ziad Takieddine entretenait une proximité particulière avec le régime de Mouammar Kadhafi. Dès 1995, il avait déjà joué les intermédiaires pour faciliter la vente d'équipements militaires français à la Libye, et cela malgré l'embargo international censé empêcher ce type de transaction. Cette collaboration dans le contournement des sanctions avait fini par instaurer une relation de confiance entre l'homme d'affaires et les services de renseignement libyens, lesquels voyaient en lui un partenaire efficace et fiable. C'est dans ce contexte qu'en septembre 2006, lors d'un rendez-vous discret organisé à l'hôtel Bristol à Paris, Takieddine aurait exposé une proposition aussi séduisante que délicate à Nicolas Sarkozy. Selon lui, le colonel Kadhafi se disait prêt à soutenir très généreusement la future campagne présidentielle française. Aux yeux du dirigeant libyen, Sarkozy apparaissait comme le seul responsable politique capable de rétablir durablement des relations privilégiées entre Paris et Tripoli et surtout de lever définitivement les restrictions qui bloquaient les ventes d'armes. Naturellement, une telle aide financière ne pouvait exister qu'à une condition, un silence absolu. La discrétion totale était indispensable pour éviter tout scandale diplomatique. Or, une telle proposition constituait une violation flagrante de la législation française sur le financement des campagnes électorales. Depuis plusieurs scandales politico-financiers survenus les décennies précédentes, la loi française était devenue particulièrement stricte. Les dons provenant d'entités étrangères étaient interdits. Aucun État étranger ne pouvait financer un candidat et les contributions individuelles étaient limitées à 7 500 € par personne et par campagne. Accepter plusieurs millions d'euros provenant d'un régime autoritaire étranger ne relevait donc pas seulement d'une irrégularité administrative. Cela constituait un délit grave passible de lourdes sanctions pénales, jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende, mais pouvait également être interprété comme une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, puisqu'un futur président se retrouverait potentiellement sous l'influence d'une puissance étrangère hostile aux valeurs démocratiques. Pourtant, d'après les révélations faites plus tard par Takieddine lui-même, Nicolas Sarkozy aurait donné son accord de manière implicite à ce financement clandestin. Le dispositif imaginé était d'une redoutable simplicité.
Les fonds seraient retirés en liquide des comptes secrets du régime libyen, transportés physiquement jusqu'en France dans des valises, puis remis à des proches du candidat chargés de faire entrer discrètement cet argent dans l'organisation de la campagne électorale. À la veille de l'élection présidentielle de 2007, entre novembre 2006 et mars de l'année suivante, Ziad Takieddine aurait effectué plusieurs allers-retours discrets entre Tripoli et Paris. Selon ses propres déclarations ultérieures, il aurait transporté à 3 reprises d'importantes sommes d'argent liquide soigneusement dissimulées dans des valises diplomatiques échappant au contrôle douanier. Le total de ces transferts aurait atteint environ 5 millions d'euros, une somme considérable représentant près d'un quart du budget officiel de la campagne de Nicolas Sarkozy. Pourtant, rien ne semblait alors pouvoir troubler l'ascension politique du candidat. En mai 2007, il remporte l'élection présidentielle avec une avance d'environ 6 points sur sa rivale Ségolène Royal. La victoire est célébrée au célèbre restaurant Le Fouquet's, dans une soirée fastueuse qui, dès le lendemain, choque une partie de l'opinion publique. Quelques mois plus tard, en juillet 2007, le nouveau chef de l'État réserve un accueil spectaculaire à Mouammar Kadhafi lors d'une visite d'État très controversée à Paris. Le dirigeant libyen installe même sa célèbre tente bédouine dans les jardins de l'hôtel Marigny, face au palais de l'Élysée, déclenchant un véritable tumulte médiatique. Cette visite théâtrale marque officiellement le rapprochement diplomatique entre Paris et Tripoli, mais pour certains observateurs, elle symbolise aussi autre chose, la reconnaissance implicite d'une dette politique envers un soutien discret. Les accords signés à cette occasion représentent plusieurs milliards d'euros, incluant notamment des ventes d'avions Airbus, des projets de coopération nucléaire civile et d'importants contrats pétroliers pour le groupe Total. Pendant plusieurs années, le secret entourant un éventuel financement libyen demeure parfaitement verrouillé. Seul un cercle restreint de personnes connaît réellement l'origine d'une partie des fonds de campagne. Nicolas Sarkozy dirige la France, impose son style de gouvernement et semble, en apparence, à l'abri de tout scandale susceptible de menacer sa légitimité présidentielle. Mais l'année 2011 va bouleverser cet équilibre fragile. Le vent des révolutions du printemps arabe atteint la Libye et une insurrection populaire met en péril le pouvoir de Kadhafi. Dans un retournement spectaculaire de la situation, la France de Nicolas Sarkozy devient l'un des principaux acteurs de l'intervention militaire internationale contre le régime libyen. Les avions français frappent les forces fidèles au colonel, accélérant la chute du régime et la mort violente du dirigeant libyen en octobre. Ce revirement brutal soulève alors une interrogation géopolitique troublante que peu d'analystes osent formuler ouvertement à l'époque. L'élimination de Kadhafi aurait-elle permis de faire disparaître un témoin potentiellement embarrassant? Certains se demandent même si cette guerre n'a pas aussi servi à effacer les traces d'un scandale financier impliquant la campagne présidentielle française. Au fil des années suivantes, les révélations sur le supposé financement libyen commencent progressivement à émerger, alimentant un soupçon persistant. L'affaire refait brutalement surface en 2012, peu après la défaite de Nicolas Sarkozy face à François Hollande. Cette année-là, le site d'investigation Mediapart publie un document particulièrement compromettant. Une note interne des services de renseignement libyens, datée de 2006, qui mentionne explicitement un accord visant à financer la campagne présidentielle de Sarkozy à hauteur de 50 millions d'euros. Le montant paraît vertigineux, peut-être même gonflé par la propagande du régime de Kadhafi. Mais l'idée même d'un financement venu de Tripoli semble, pour la première fois, étayée par un document concret. L'année suivante, un autre acteur clé décide de sortir de l'ombre. Ziad Takieddine. Déjà cerné par plusieurs enquêtes judiciaires liées à ses propres affaires de commissions occultes dans des contrats d'armement, l'intermédiaire franco-libanais choisit de parler, espérant en retour une certaine clémence judiciaire. Dans une série d'entretiens retentissants accordés à Mediapart, au journal Le Monde et également devant le juge d'instruction Serge Tournaire, il affirme avoir lui-même « Tout s'est joué en moins de 10 minutes, à peine 9 exactement, mais ces quelques instants ont suffi à déclencher la plus violente tempête politique que la Ve République ait connue depuis l'affaire Clearstream et à réduire en poussière l'héritage politique de Nicolas Sarkozy. » Quelques secondes auparavant, l'ancien président venait tout juste d'achever sa défense devant la commission d'enquête parlementaire. Avec une assurance presque théâtrale, il rejetait catégoriquement toute idée d'un financement venu de Libye pour soutenir sa campagne présidentielle.
En fixant Sébastien Lecornu, il affichait l'attitude d'un vétéran de la politique, rompu au scandale et persuadé d'avoir, une fois de plus, échappé aux conséquences judiciaires grâce à une rhétorique parfaitement maîtrisée. Pourtant, la scène bascula brutalement lorsque le premier... Tout s'est joué en moins de 10 minutes, à peine 9 exactement, mais ces quelques instants ont suffi à déclencher la plus violente tempête politique que la Cinquième République ait connue depuis l'affaire Clearstream et à réduire en poussière l'héritage politique de Nicolas Sarkozy. Quelques secondes auparavant, l'ancien président venait tout juste d'achever sa défense devant la commission d'enquête parlementaire. Avec une assurance presque théâtrale, il rejetait catégoriquement toute idée d'un financement venu de Libye pour soutenir sa campagne présidentielle. En fixant Sébastien Lecornu, il affichait l'attitude d'un vétéran de la politique, rompu au scandale et persuadé d'avoir, une fois de plus, échappé aux conséquences judiciaires grâce à une rhétorique parfaitement maîtrisée. Pourtant, la scène bascula brutalement lorsque le premier ministre se leva, ouvrit plusieurs dossiers et en révéla le contenu devant un hémicycle médusé. En quelques secondes, toute l'Assemblée nationale sembla figée. Ce qui se déroulait n'avait plus rien d'un simple débat autour d'anciennes accusations. C'était un moment de bascule historique. En quelques minutes seulement, un dirigeant de 39 ans venait de pulvériser la réputation d'un ancien chef de l'État. Pour comprendre la puissance du séisme politique qui allait secouer le Palais Bourbon en ce mois de janvier 2026, il faut pourtant remonter près de 20 ans en arrière, à l'époque où Nicolas Sarkozy préparait patiemment son ascension vers les plus hautes sphères du pouvoir. L'origine de cette histoire ne se trouve pas à Paris, mais sous les plafonds dorés de Tripoli, là où le colonel Mouammar Kadhafi gouvernait la Libye avec le mélange d'excentricité et d'autoritarisme qui le caractérisait, assis sur l'une des plus vastes richesses pétrolières du monde. Au milieu des années 2000, précisément entre 2005 et 2006, la diplomatie française tentait avec insistance de tourner la page de longues années de tensions avec le régime libyen, tensions héritées notamment des attentats terroristes du vol UTA 772 en 1989. Pour Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur et déjà tourné vers la conquête de l'Élysée, ce rapprochement potentiel représentait bien plus qu'un simple geste diplomatique. Il y voyait une triple opportunité. Améliorer sa stature internationale, ouvrir la porte à des contrats extrêmement lucratifs pour les grandes entreprises françaises et surtout, point beaucoup plus discret, trouver des ressources financières susceptibles d'alimenter sa future campagne présidentielle. Dans ce décor déjà chargé d'intérêts stratégiques et d'ambitions personnelles, apparaît un personnage clé. Ziad Takieddine. Cet homme d'affaires franco-libanais, entouré d'une réputation aussi sulfureuse que persistante, s'était spécialisé dans un domaine particulièrement sensible, la vente d'armes et l'intermédiation entre